Oui, oui, très bien. Bon, bah super. En fait, je vais écrire un article. Je citais des réactions internationales et aussi des commentaires et des analyses à toi. Des analyses. D'accord, bah c'est très bien, super. Tu publieras ça quand? Demain. Bon, bah très bien. Ce soir. Ok. Ce soir, ouais. On fait l'entretien en français ou en chinois? Comme tu veux. Peut-être je peux parler en chinois et toi tu réponds quand tu veux. Comme d'habitude, mais tu sais, tant qu'à faire, si tu veux, tu peux le dire en français parce que c'est pas, ce sera peut-être plus facile pour moi, je sais pas. Bon, on fait toujours dans ce sens-là. Tu poses les questions en chinois et je réponds en français, mais t'inquiète pas, pose les questions en chinois ou les deux, comme tu veux. Ok. Si je comprends pas ou si je suis pas sûr, je te redemanderai. Hein, on fait comme d'hab. Ok, d'accord. Premièrement, je veux juste savoir，从历史的角度来看，那个赖清德，他这样讲，他的论述，son argument est-ce qu'il est valide d'un point de vue historique? Bon, alors, évidemment, ça dépend vraiment des mots qu'il emploie. Si j'ai bien compris, ce qu'il déclare, c'est que si la Chine considère les Taïwanais comme des séparatistes, alors le problème historique est bien plus grave et il faudrait, dit-il, que la Chine s'adresse à la Russie pour récupérer les territoires qu'elle a perdus. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est autre chose. C'est qu'en fait, la question de Taïwan est mal interprétée comme étant une partie inhérente de la Chine, qu'elle fait en fait partie, elle a fait partie en fait d'un empire qui s'appelle les Mandchous, et que cet empire mandchou a perdu des territoires dans le passé avec un autre ennemi ou un autre pays qui s'appelle la Russie. Et que si on considère que la Chine a perdu Taïwan, alors la Chine ne devrait pas seulement tenter de récupérer Taïwan, mais d'autres territoires qu'elle a déjà perdus avec d'autres pays. Le fond de l'histoire, c'est ça. Comment interpréter ce qu'il dit? Ça n'est pas une provocation, ça n'est pas de l'ironie, ça n'est pas une volonté de jeter un pavé dans la mare, c'est d'appeler au débat sur la réalité historique de la relation entre Taïwan et la Chine. Voilà, je pense que c'est ça qui est en jeu. Voilà. Alors il a parlé du mot séparatiste dans le langage chinois, et comme tu l'as vu, les Russes n'ont pas manqué de reprendre le mot séparatiste en méprisant les Taïwanais en disant que des politiciens d'importance mineure n'ont pas vraiment leur mot à dire sur la question. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est très très rare qu'un homme ou une femme politique taïwanaise au pouvoir prenne l'histoire par les deux mains pour expliquer qu'en fait, on a énormément de mensonges sur la question. Li Teng-hui n'en était pas très loin, mais il n'est pas allé aussi loin lorsqu'il était au pouvoir. Quant à Chen Shui-bian et à Tsai Ing-wen, ils ont été extrêmement précautionneux. Et ce qui est très intéressant dans l'histoire, c'est que sur le fond, il a raison, mais il a raison dans le cadre d'un préjugé commun qui est que les Mandchous, les Qing et la Chine, c'est la même chose. Or, c'est pas vrai. Donc en fait, sa question est extrêmement intéressante, puisque d'une part, il prend les ennemis de Taïwan, c'est-à-dire la Chine communiste, et de plus en plus la Russie, qui, comme tu le sais, désormais fait des manœuvres militaires conjointes avec la Chine qui menace Taïwan. Donc non seulement il prend les ennemis de Taïwan à revers, mais en plus il appelle à déconstruire cette vision historique fausse qui est que la Chine et les Mandchous c'est pareil, et que donc Taïwan fait partie historiquement de la Chine. Et en fait, l'intelligence du président est de fonctionner par l'absurde, c'est-à-dire c'est un raisonnement par l'absurde qui montre la bêtise de ces arguments chinois. Et c'est quoi un raisonnement par l'absurde? C'est de dire, mais les Chinois, vous voulez récupérer Taïwan, alors récupérez aussi les territoires que la Russie a volés historiquement à la Chine. Et là, il a la réponse que tout le monde attendait, c'est-à-dire, mais nous les Russes, on n'a rien à reprocher à la Chine.
Alors si c'est vrai juridiquement, c'est parce que en 2021, par étapes d'ailleurs, mais en 2021, les Russes, avec Vladimir Poutine, et les Chinois, avec Xi Jinping, se sont mis d'accord sur leurs frontières. Mais leur frontière est tout sauf un sujet facile et sans anicroche, puisque ça nous ramène effectivement à la dite question des traités inégaux. Alors si ça t'intéresse, je peux te dire comment moi je vois les choses et comment j'interprète la déclaration de Leiching en fonction des accords historiques et des traités depuis en fait le traité de Nertchinsk en 1689 jusqu'à... Pardon, c'est quel traité tu parles? Ah, le traité de Nertchinsk, Nibuchu Tiaoyue, voilà, Nibuchu Tiaoyue, 1689. Voilà, 27 août 1689. Alors ce traité, c'est le premier traité international que les Mandchous ont jamais signé dans leur histoire. En gros, c'est le moment où les Mandchous commencent à comprendre que leur vision de ce qu'on appelle aujourd'hui la souveraineté, c'est-à-dire de leur emprise formelle sur le territoire, est contestée par d'autres pays. La notion de la souveraineté, elle a été inventée juste avant, quelques décennies avant, dans les traités de Westphalie en 1648, donc à peine un demi-siècle avant. C'est une notion nouvelle pour l'Europe, mais déjà bien constituée. C'est une notion qui ne fait pas vraiment sens pour les Mandchous. Et alors ce qui va se passer au traité de Nertchinsk, c'est qu'en fait, il va y avoir une guerre entre la Russie et les Mandchous, et c'est la Russie qui va perdre. Il y a le siège de la ville d'Abazine en 1686, et finalement, les Russes, là, contre les Mandchous, vont perdre une partie des territoires qui sont au nord de la rivière Amour. Et en fait, les Chinois, qui sont vainqueurs militairement, enfin les Chinois, les Mandchous, qui sont vainqueurs militairement, vont prendre ces territoires aux Russes, et pour eux, tout est normal, puisqu'ils ont gagné la guerre. Donc on ne parle pas encore à l'époque de traités inégaux. Mais l'histoire va continuer à se développer, et au milieu du 19e siècle, la tendance s'inverse. Parce qu'au milieu du 19e siècle, comme tout le monde sait, les Mandchous se battent contre une révolte considérable en Chine, qui est la révolte des Taiping. Et donc ils sont très affaiblis, et les Russes en profitent pour attaquer la Chine des Qing. Et c'est là qu'il va y avoir de nouvelles batailles, et qu'en 1858, donc 15 ans après le deuxième traité de Nankin, enfin le deuxième traité de l'opium, les Mandchous, là pour le coup, vont perdre contre les Russes. Et ils vont devoir donner toute la partie au nord de l'Amour, qui était en fait un territoire des Mandchous. Je dis bien des Mandchous et non pas des Chinois. Et ce traité de Nertchinsk, c'est le premier qui va être qualifié de traité inégal. On est d'accord en chinois, Puping Deng Tiaoyue. Et jamais personne n'a questionné depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, le fait que la notion de traité inégal est une absurdité. Je dis bien une absurdité. C'est une absurdité logique, car on ne connaît pas de traité de paix entre un vainqueur et un vaincu qui ne soit pas par définition inégal. Et la preuve, c'est que le traité de Nertchinsk, qui consacre la victoire des Mandchous, n'est pas considéré en chinois comme un traité inégal. Dès que les Mandchous perdent contre les Russes, alors ils considèrent que c'est un traité inégal. Et ça continue. En 1858, avec ce traité de Aigun, les Mandchous perdent le nord de la Mandchourie, et en 1860, donc 2 ans après, la Convention de Pékin donne de nouveau aux Russes toute la fin du Far Est, enfin du Far East, du bout de la Mandchourie, qui va de Khabarovsk à Vladivostok, et même plus haut que Khabarovsk, ça va de l'île Sakhaline. Et donc deuxième traité inégal, et deuxième fois que les Mandchous perdent un territoire considérable qui appartenait aux Mandchous eux-mêmes, avant qu'ils n'occupent et ne colonisent la Chine. Donc on a ces deux traités inégaux par lesquels les Mandchous perdent du territoire face aux Russes. En fait, c'est ce que veut dire le président Lai. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que
une revendication de la Chine aujourd'hui sur ces territoires est aussi absurde qu'une revendication de la Chine face à Taïwan. Et pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, ni Taïwan, ni le nord de l'Amour, ni l'est de l'Amour, c'est-à-dire jusqu'à Vladivostok, n'ont jamais été un territoire chinois. C'était des territoires des Mandchous, historiques pour ce qui est du nord de l'Amour et de l'est de l'Amour, et beaucoup plus récents pour ce qui est de Taïwan, qui a été colonisé par étapes à partir de 1684. Donc dans les deux cas, ce ne sont pas des territoires chinois. Donc l'intelligence de Lai Ching-te, que personne n'a comprise comme ça, c'est d'avoir renvoyé les Chinois à leur discours historique complètement fou, complètement faux et complètement farfelu, c'est les 3 F, fou, faux et farfelu, et par ce biais-là, de rappeler que la revendication des Chinois sur Taïwan est invalide historiquement, car Taïwan n'a pas été un territoire de la Chine ancestrale, mais un territoire des Mandchous, ce qui est bien différent. Et il y a un élément très intéressant que je trouve dans la réponse tout aussi stupide des Russes et du ministère des Affaires étrangères russe, qui est de dire que les séparatistes taïwanais n'ont pas leur mot à dire, ce sont des politiciens de seconde zone, de moindre importance, et qui, finalement, une déclaration qui accrédite le fait qu'il n'y a pas de gouvernement légitime et pas d'État souverain à Taïwan. Et je trouve là qu'on a, dans la réponse des Russes, non seulement un mépris et une erreur historique, mais évidemment un alignement très angoissant. Il faut que la société internationale le réalise. Une confirmation de l'alignement très angoissant des Russes face aux Chinois dans un conflit possible sur Taïwan. Mais surtout, en fait, on a une illustration de ma théorie de la liminalité géopolitique de Taïwan. C'est un concept sur lequel j'ai fait un livre, Zhonghua Linguo, Taïwan Yu Jingxing. Et dans cette théorie de la liminalité, que j'appelle Yu Jingxing en chinois, je théorise le fait que Taïwan n'est pas du tout un État et une nation marginale, mais un État et une nation liminale qui, par sa situation historique, culturelle, géopolitique, a de quoi dire sur la Chine, qu'elle a une mémoire de la Chine et que cette mémoire de la Chine est un contre-discours face à tous les mensonges historiographiques que les communistes tiennent et que Chiang Kai-shek a commencé avant lui, dès 1931. Et on en a un exemple là merveilleux qui est que le président de la petite île de Taïwan, méprisé par les Chinois et méprisé par les Russes, eh bien, il a un discours qui rappelle que l'histoire est mal écrite, qu'il y a un mauvais discours historique et qu'en fait, la réalité historiographique, eh bien, on peut l'entendre quand on écoute Taïwan et accessoirement quand on lit mon livre. Voilà, je t'ai tout dit. 因为其实很多网友也说，就是赖清德他有说他其实中国他会这样讲，是因为他要证明中国根本不是想要领土完整性，中国只是一个 hegemony 而已，他只是想要扩张他的霸权而已，这跟那个领土的完整性一点关系都没有。Moi, ça fait des années que je dis la même chose. Je ne suis pas aussi sûr de ce que je disais toujours avec Xi Jinping, qui a quand même énormément rehaussé l'objectif d'invasion de Taïwan en République populaire par rapport à ses prédécesseurs. Donc je suis moins sûr avec lui qu'au sujet de ses prédécesseurs, mais ce dont je suis certain par rapport... On est ensemble, on va manger dans un instant. Par rapport à ses prédécesseurs, c'est que l'objectif de réunification, enfin d'invasion en fait de Taïwan, n'était pas aussi prioritaire sous les présidents précédents et secrétaires généraux précédents, n'était pas aussi prioritaire qu'ils ne l'ont dit. Ils ont toujours dit que c'était un objectif sacré et absolument prioritaire, mais en fait ce n'était pas le cas, parce que c'était un sujet ingérable et que le Parti communiste, ça je l'ai toujours dit, risque tellement dans une guerre sur Taïwan qu'ils pourraient perdre, qu'ils hésitent beaucoup à la faire. Et que depuis Mao Zedong jusqu'à Xi Jinping, le dossier de Taïwan, c'est une façon de se serrer les coudes.
en Chine. Et sous Mao Zedong, c'était extrêmement clair. C'est Tuantie. Voilà, c'était pour Tuantie, à l'intérieur. Et en fait, évidemment, Xi Jinping apparaît de ce point de vue comme un idiot absolu, parce qu'il n'est pas au courant que le discours sur Taïwan du Parti communiste chinois est un discours inventé. Il est né en 1953, donc il n'a pas vu les mensonges se produire. Donc il récupère un discours dont il n'a aucune idée qu'il n'est pas valide historiquement, et il se croit assez fort pour pouvoir prétendre à récupérer Taïwan par le plan militaire. Et c'est tout sauf promis. C'est tout sauf assuré de réussite. Donc il risque gros jusqu'à la survie du Parti communiste. C'est pour ça que ça paraît difficile à croire qu'il y croit vraiment. Et c'est pour ça que je pense que l'objectif de Xi Jinping sur Taïwan est moins de récupérer Taïwan militairement que de dissuader une arrivée plus massive des États-Unis, notamment sur un plan militaire dans la zone et autour de Taïwan. Ce faisant, par la construction même d'un outil militaire et son discours impérialiste sur Taïwan, il incite précisément les Américains à être présents militairement de manière beaucoup plus claire à Taïwan. Donc on a une course contre la montre de savoir qui va le premier sanctuariser le détroit de Taïwan. Et de ce point de vue-là, Xi Jinping apparaît comme un piètre stratège car il n'a pas la force suffisante actuellement pour y arriver. Voilà, donc le calcul de Lai Ching-te est peut-être juste s'il montre, par ce qu'il dit, que l'objectif de Xi Jinping à travers ce discours sur Taïwan n'est peut-être pas tant une invasion elle-même que, en fait, d'assurer la fermeté de son discours martial en Chine pour montrer qu'il est capable de. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que si on considère la Chine comme un cheval et Taïwan comme une mouche, dans le discours des Chinois et des Russes, ils n'emploient pas ces mots, mais c'est un peu ce qu'ils veulent dire, et bien là on vient de voir la mouche qui a piqué le cheval, et le cheval qui se met à hennir parce que ça lui fait mal, parce que Taïwan, par la voix de Lai Ching-te, a tout simplement rappelé la vérité historique que je m'efforce de remettre un petit peu plus en contexte, avec des documents, des dates et des noms un petit peu plus précis, mais surtout le rappel que derrière cette histoire, il y a toujours le même problème que toi et moi avons évoqué largement dans un entretien que tu as fait chez moi, c'est-à-dire la confusion historiquement entretenue entre Empire Qing, c'est-à-dire Mandchou qui n'est pas chinois, et les Chinois eux-mêmes. 是很多现在网友有说，就是赖清德他突破了就是之前的蔡英文啊、李登辉、陈水扁这个论述。那整体来讲，我现在tu penses que c'est intelligent son discours qu'il a essayé de... C'est mon discours, alors je ne vais pas te dire que c'est pas intelligent, c'est le discours que je tiens. J'espère que Lai Ching-te a lu mes livres. Non, je plaisante. Mais bien sûr que c'est un discours intelligent. On gagne toujours à dire la vérité. Je me rappelle une bulle du pape qui disait Splendor Veritatis, la splendeur de la vérité. On gagne toujours à dire la vérité, même si ça fait mal. Des vérités qui font mal, il faut les dire plaisamment, gentiment, ou de manière détournée. C'est exactement ce qu'a fait Lai Ching-te. Il a renvoyé de manière légèrement ironique la Chine à son discours, mais le faire plus gentiment, la Chine ne l'aurait pas compris. Le faire plus méchamment, elle se serait encore plus butée. Le problème avec les communistes chinois, c'est que comme leur discours est basé sur un mensonge, et que le mensonge est un principe fondamental de la gestion politique en Chine, et dans tous les pays communistes en général, on ne peut jamais faire autre chose que soit aller dans le sens du mensonge des communistes chinois, ce qui n'apporte rien, ou dire quelque chose qui, dans tous les cas, va aller contre leur mensonge et donc leur déplaire. Donc en fait, Lai Ching-te n'indique que la vérité. S'il y a un soupçon d'ironie, eh ben c'est bien. Ça fait réfléchir un petit peu les gens, les internautes, et ça me donne une occasion de te parler. 谢谢 Stéphane. Je t'envoie le fichier enregistré, d'accord? Ok, merci beaucoup. Je t'embrasse, à bientôt, au revoir. Merci, au revoir.
bientôt.